Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 17 mai. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. La Monte Carlo Fashion Week, en ce moment même, la 6e édition a démarré hier soir au Yacht Club avec la cérémonie des Fashion Awards. La 5e édition du Life Day s'est tenue au sein de la société SBM Offshore à Fontvieille. À cette occasion, le groupe a mis en place une opération de sensibilisation pour son personnel. Le chef papou Mundiya Kepanga a entamé un tour du monde pour plaider la cause environnementale à l'heure où les forêts de son île sont menacées. Nous l'avons rencontré. Musique, les 7 et 8 mai dernier, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était en déplacement à Nantes et à La Baule pour y donner 2 concerts, nous y reviendrons. Nous irons au Yacht Club où le tirage au sort du 2e Riviera Bike Challenge au profit de la Fondation Princesse Charlène vient d'avoir lieu. L'épreuve se déroulera le 17 juin prochain. Et enfin, votre focus info du jeudi, nous suivrons le prince Albert II lors de sa visite de 2 jours en Italie dans des communes historiquement liées à sa famille. Aujourd'hui, direction Parme. Lancement hier de la Monte Carlo Fashion Week. Pendant 5 jours vont se succéder conférences, défilés et dîners de gala en présence de designers, de créateurs de mode et de nombreuses personnalités. La 6e édition a démarré hier au soir au Yacht Club avec la cérémonie des Fashion Awards. Reportage de Dominique Poulain. Jeune, talentueux, innovateur et glamour. Ces mots décrivent le profil des designers et des créateurs de mode qui participent à la Monte Carlo Fashion Week avec un programme chargé pendant 4 jours. Défilés, célébrités, conférences ou encore dîners de gala. Un événement organisé par la Chambre monégasque de la mode en partenariat avec le gouvernement princier, la mairie de Monaco et l'Office du tourisme. Ce joli monde s'est réuni pour l'ouverture de la 6e édition au Yacht Club de Monaco pour la cérémonie des Fashion Awards. Un trophée remis à différentes personnalités qui se sont distinguées dans l'univers de la mode. Le ministre d'État Serge Autel remet le prix International Fashion Week à Kin Etro pour l'engagement de la maison Etro, présente dans le milieu de la mode depuis 50 ans. Raoul Mishra est aussi mis à l'honneur. Ce jeune créateur est décrit comme un trésor national pour l'Inde. Il a reçu de nombreux prix à Paris ou à Milan, dont le prix international Hallmark, une première pour un designer indien. Prix qui a été décerné à des icônes de la mode telles que Karl Lagerfeld, Giorgio Armani et Yves Saint Laurent. Je suis honoré de figurer à côté de ces grands créateurs. Ce sont mes dieux de la mode. La fashion est un événement important pour notre marque. On est passionné, excité. C'est la première fois que je viens à Monte-Carlo. Ma femme est déjà venue ici par le passé, mais moi jamais. Je suis très honoré d'être ici afin de montrer mon travail devant un public de connaisseurs. Flavio Briatore reçoit un Awards en tant que fondateur de la marque de vêtements de luxe pour hommes Billionaire. De la Formule 1 à la mode en passant par la restauration, Flavio Briatore est sans doute l'un des plus brillants hommes d'affaires italiens. C'est management, c'est manager un team de Formule 1, manager la mode, manager tout. C'est la même chose. À la fin, tu manages des gens. Tu dois avoir un conseil, tu dois être rigoureux dans le conseil. Et la Formule 1, de toute façon, ce n'est pas des voitures, c'est des prototypes. Et qui doit aller vite. Et la même chose, c'est le restaurant. Le restaurant doit être consistant, donner un service, et tu dois avoir le succès. Le succès, il arrive avec beaucoup de travail. La marque monégasque Banana Moon se voit, elle, attribuer un Awards pour son engagement du Made in Monaco et son attachement à la principauté. Depuis sa création en 1984, Banana Moon a su conquérir de nombreuses femmes à travers le monde entier. Aujourd'hui, elle est une des références sur le marché de la lingerie et des maillots de bain. Moi, j'avais un ami qui me disait toujours une chose, il me disait du pif et du pot. Et ce monsieur, c'était monsieur Mani, qui a longuement fait une belle carrière avec Make-up Place pendant très longtemps. Et il me disait toujours ça, du pif et du pot. Donc ça veut dire de la chance aussi, et il ne faut pas oublier qu'il faut en avoir. Et puis il faut sentir les choses, sentir le produit, sentir ce qu'il faut faire. Et voilà. En marge de la Fashion Week, une vente aux enchères sera organisée afin de soutenir, pour la 2e année consécutive, la Fondation Princesse Charlène.
En partenariat avec la mission pour la transition énergétique, la 5e édition du Life Day s'est tenue au sein de la société SBM Offshore à Fontvieille. Le groupe a mis en place le temps d'une journée une opération de sensibilisation pour son personnel. Plus de détails avec Christine Datomel. Une journée pour la protection de la vie. Durant plus de 6 heures, la sécurité, l'environnement et le bien-être au travail étaient au cœur des préoccupations du groupe SBM Offshore. Life Day, une opération qui est mise en place chaque année dans tous les pays au sein desquels la société est implantée et qui rend hommage au développement durable. À Monaco, ce sont donc plus de 800 salariés qui ont participé à cette journée de sensibilisation. Ce qui est très important dans ce genre de journée, de notre point de vue, c'est particulièrement de prendre conscience que tout ce qui est santé, sécurité, protection de l'environnement, donc ce que nous appelons là aussi le HSSE dans le jargon anglo-saxon, c'est quelque chose qui touche non seulement notre métier en tant qu'entreprise du secteur du pétrole et du gaz sur les chantiers de construction, offshore, donc pour les gens qui sont en mer aussi, mais aussi dans notre quotidien. Et typiquement, c'est le cas ici dans les bureaux de Monaco, où nous pouvons aussi contribuer à plus de sécurité et de protection de nos équipes et de tous. Des ateliers sur différentes thématiques ont donc été mis en place. Une 5e édition qui a aussi été marquée par un volet transition énergétique. SBM en fait s'est engagé dès la reconstruction du Neptune dans toute une série d'initiatives pour rendre ce building vert. Il est certifié BREEAM, donc qui est une certification verte entre guillemets avec une mention très bien. Nous avons par exemple des panneaux solaires qui ont été installés à hauteur de 600 m² sur le toit du Neptune. Et nous continuons au quotidien à prendre des initiatives, donc comme par exemple la mise en place du télétravail. Là aussi en liaison évidemment avec la direction du travail. Et nous avons aujourd'hui plus de 300 télétravailleurs, ce qui contribue par exemple bien évidemment à la réduction de l'émission des gaz de type CO2, puisqu'on a plus de gens en fait, qui peuvent avoir l'opportunité de rester chez eux un jour par semaine. Épaulé d'une équipe constituée de 6 bénévoles du groupe, un stand pop-up permettait aux employés de la société d'adhérer au pacte national pour la transition énergétique, une opération qui a permis de recueillir une 60aine de nouvelles adhésions. Il est essentiel pour notre futur et le futur de nos enfants en fait, pour protéger la planète et pour s'assurer qu'on ne détruit pas tout. Je trie des déchets, j'essaye d'éviter les emballages complètement. J'essaye quand je peux de prendre le train pour partir en vacances, si possible. Mais oui, pas mal de choses au quotidien. Ce sont donc plus de 4700 salariés du groupe SBM Offshore à travers le monde qui ont été sensibilisés lors de cette opération Life Day. Et lors de cette opération Life Day, le centre hospitalier Princesse Grace s'est lui aussi mobilisé. Un camion de don du sang accueillait devant le bâtiment les visiteurs et les salariés du groupe SBM Offshore qui ont été nombreux à donner leur sang. Je vous propose d'écouter à ce propos le chef de service du centre de transfusion sanguine. Nous sommes ravis que, le tissu économique et social de Monaco puisse participer à ce type d'événement. Ce n'est pas la première fois que SBM Offshore organise une collecte pour nous. Ce sont toujours des collectes qui sont très importantes, qui nous apportent beaucoup de donneurs. Et nous sommes vraiment ravis de cet événement et de participer à cet événement. Pourquoi c'est important de donner son sang ? Parce que nous avons énormément besoin de produits sanguins labiles. C'est très important, nous avons un besoin de plus de 5000 unités de produits sanguins sur Monaco pour satisfaire les besoins des 3 établissements de santé de la Principauté. Et nous manquons, comme toute la région PACA, nous manquons cruellement de donneurs de sang. Et donc nous sommes ravis de pouvoir participer à ce genre d'événement où il y a des donneurs qui sont jeunes, qui vont nous permettre de pouvoir participer et de fidéliser des donneurs. Merci. Difficile de ne pas le remarquer avec sa tenue traditionnelle. Vous l'avez d'ailleurs peut-être aperçu hier, le chef Papou Mundia Kepanga. Il a entamé un tour du monde pour plaider la cause environnementale à l'heure où la forêt de son île est menacée. Patricia Navarro et Sylvain Péroumal l'ont rencontré lors de son étape monégasque.
Il a quitté son île si chère à son cœur pour porter la bonne parole à travers le monde. Mundia Kepanga vit dans l'une des forêts primaires du globe, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il est le chef respecté de la tribu des Ulysses. Et au cours des dernières années, il a été au premier rang pour constater les ravages de la déforestation. Je suis venu ici pour faire passer un message à l'humanité tout entière. Mes ancêtres nous ont appris que les arbres sont les frères des hommes. Et si les arbres disparaissent, eh bien les hommes disparaîtront à leur tour. C'est pour partager ce message, pour alerter l'humanité tout entière, pour leur dire que le réchauffement climatique est une menace pour nous tous et que nous risquons de disparaître, que je suis venu ici parce que je pense que c'est un message qui nous concerne tous. Inlassablement depuis 2003, Mundia Kepanga parcourt le monde pour rappeler que la forêt où il vit est un patrimoine universel qui produit l'oxygène que nous respirons tous et qu'il est donc indispensable de la protéger. Un film de Marc Dozier et Luc Maresco lui a été consacré et il vient d'être projeté au Grimaldi Forum à l'occasion de son passage à Monaco. Les exemples de l'impact du réchauffement climatique sur nos terres sont très nombreux. D'abord, certains arbres sèchent et meurent. Ensuite, il y a certains types de nuages qui disparaissent, qui ne viennent plus sur nos terres, alors qu'ils étaient très importants pour que nous puissions faire notre jardin et obtenir de bonnes récoltes. Maintenant, je dois vous dire que tous les anciens, tous ceux qui, dans ma tribu, qui ont vu des décennies passer, eh bien, ils se sont rendus compte de tous les changements climatiques sur nos terres et ils pleurent parce que cet impact est très important. Au-delà de ce dialogue qu'il initie dans chaque pays où il se rend, Mundia Kepanga met aussi en œuvre des projets dans son pays en favorisant par exemple la prise de conscience au sein des peuples autochtones et le développement de programmes d'éco-développement pour créer ainsi des sources de revenus. On passe au reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. Le CREM, le club des résidents étrangers de Monaco, accueillait hier Michel Ducrot, l'héritier de la célèbre marque d'épices Ducrot, société où il a passé 19 ans. Après la vente de l'entreprise familiale, Michel Ducrot se lance dans le business du yachting pour devenir le patron de Monaco Marine. Il reprendra aussi la gestion de la maison Fauchon. À l'aube du XXIe siècle, il redynamise Fauchon et en fait un des meilleurs traiteurs de France et diversifie la marque en développant les activités de café et de réception. Au CREM, Michel Ducrot est revenu au cours d'une conférence sur ses différentes expériences, mais aussi sur ses nouveaux projets. Et parmi ces projets, l'ouverture en septembre prochain du premier hôtel 5 étoiles signé Fauchon. Il sera situé place de la Madeleine à Paris et comptera 54 chambres, 11 suites, un restaurant de 150 places et un spa. Les 7 et 8 mai dernier, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était en déplacement à Nantes et à La Baule pour y donner 2 concerts sous la direction de Kazuki Yamada, avec en invité d'honneur la star internationale du violon, Maxime Vengerov. Reportage de José Sacré et Olivier Bonello. Il sera la saison prochaine l'artiste en résidence avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le violoniste Maxime Vengerov a donné les 7 et 8 mai dernier 2 concerts à Nantes et à La Baule avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada. Maxime Vengerov has a fantastic talent. Maxime Vengerov a un talent fantastique. Il est vraiment très spécial. C'est un musicien à part, hors du commun, vraiment très doué. Et il y a comme une chimie particulière qui s'installe entre lui, Maxime Vengerov, moi et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. It's a fantastic. Maxime Vengerov, lors de ces 2 concerts, a interprété l'un de ses concertos favoris, le concerto pour violon et orchestre numéro 1 de Tchaïkovski. Le concert Tchaïkovski, c'est écrit comme une symphonie avec les violines obligatoires. Et si j'ai un orchestre formidable comme Monte-Carlo,
c'est comme maison, c'est pour moi. Et aussi le maestro Yamada, et pour moi, il est vraiment un des meilleurs maestros du monde. Parce qu'il est incroyable, technique incroyable, musicien. Et avec le soliste, j'ai senti comme une maison. C'est vraiment une collaboration de rêve pour moi. En deuxième partie de ces concerts, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, avec à la baguette son directeur artistique et musical Kazuki Yamada, a offert au public de Nantes et de La Baule une œuvre récemment enregistrée par la formation monégasque, la symphonie fantastique de Berlioz. C'est debout que le public de Nantes et de La Baule a applaudi Maxime Vengerov, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et son chef, avant de les retrouver pour une séance de dédicace très sympathique. L'épreuve aura lieu le 17 juin prochain. En attendant, le tirage au sort du deuxième Riviera Bike Challenge au profit de la Fondation Princesse Charlène vient de se dérouler au Yacht Club de Monaco. Reportage de Patricia Navarro. Un petit galop d'entraînement à 1 mois jour pour jour de l'épreuve. De grands sportifs engagés dans le Riviera Water Bike Challenge 2018 qui se disputera le 17 juin ont pris leur marque sur ces drôles de machines flottantes à l'occasion du tirage au sort des équipes qui prendront part à la course. 44 athlètes de renom, toujours en activité ou retraités, seront répartis par équipe. Il y en aura 22 au total. Je suis très fier d'être ici, de faire partie de cette belle aventure. J'ai essayé dehors, il va falloir qu'on règle quand même la selle, les pédales, parce que ça va être quelque chose d'innovant, quelque chose de nouveau. Physiquement, je cours, donc ça va, je pense que ça va aller. Les cuisses, je pense que aussi il y a ce qu'il faut. Maintenant, voilà, il faut essayer de ne pas tomber, mais en tout cas, c'est nouveau pour moi. J'essaie de le prendre comme il se doit. Et en tout cas, c'est que du plaisir, que du bonheur. On est très content de pouvoir participer à cet événement-là. C'est quelque chose d'exceptionnel. On est fiers d'avoir pu représenter notre pays à l'international. Et là, aujourd'hui, c'est à notre tour de rendre l'appareil à travers cet événement. Is this fixed? Is that you? Did you fix this? Are you a match fixer? Yes, we know. He's a match fixer. Mika Hakkinen, Valtteri Bottas in the same team! Le tirage au sort était animé par l'inénarrable Eddie Jordan. Des mains innocentes prestigieuses ont tiré les boules contenant les noms des athlètes qui participeront au Riviera Water Bike Challenge. La liste des noms des engagés fait rêver. Muriel Urtis, Paula Radcliffe, David Coulthard, Mika Hakkinen, Frédéric Michalak ou bien encore Jan Torp et Pernilla Wiberg. Le public pourra les admirer depuis le solarium de la Grande Digue du Port. Le départ sera donné à 10 h le 17 juin. Les équipes composées de champions et d'amateurs devront effectuer 30 tours. La princesse Charlène prendra part à la course avec dans son équipe le cycliste David Tanner et l'ancien rugbyman Christophe Dominici. Le prince Albert II a débuté mardi une visite de 2 jours en Italie, dans des communes historiquement liées à sa famille. Direction Parme pour la première étape de ce déplacement. C'est dans cette province du nord-est de l'Italie qu'est né le prince Honoré II, dans les pas du premier prince de Monaco. C'est votre Focus Info signé Émilie Rousseau et David Bernardi. C'est un petit bout de rocher dominant la vallée qui s'apprête à écrire une nouvelle page de l'histoire qu'elle partage avec la principauté de Monaco. Aujourd'hui, la ville de Bardi, en Italie, s'est habillée de rouge et de blanc pour accueillir son Altesse Sérénissime le prince Albert II. Les drapeaux monégasques accompagnent les couleurs de la province de Parme. C'est tout un village qui s'est préparé pour l'événement. Alors que les anciens guettent l'arrivée du prince souverain, les plus jeunes, eux, trépignent d'impatience. Avec mes élèves, nous avons visionné des vidéos sur Internet qui parlent du prince de Monaco. Nous avons aussi visité le château de Bardi pour réviser l'histoire de notre ville et les liens que nous entretenons avec Monaco. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de rencontrer le souverain. Nous avons hâte de le voir en personne. Monaco a un lien avec Bardi, un prince a grandi ici.
Il a été élevé par son oncle, un autre prince de notre principauté. Il est devenu une grande personne et il est ensuite parti régner à Monaco. Les hautes autorités de la ville s'étaient également donné rendez-vous pour réserver un accueil chaleureux au prince Albert II. Le souverain a pu découvrir le charme de cette commune du nord-est de l'Italie en se baladant dans les ruelles du village, à l'image de l'église San Francesco ou de l'église San Giovanni, dont la place attenante portera désormais le nom de place des princes de Monaco. Pour la ville et notre communauté, c'est un grand honneur de recevoir le prince de Monaco. Cela représente une valeur ajoutée et surtout un témoignage fort dans l'histoire de notre pays. Ceci peut influencer dans le bon sens le futur de Bardi et de sa région. Désormais, nous mettrons ces liens en avant avec force et implication. Les liens entre la principauté et la commune de Bardi remontent à 1595 avec le mariage d'Hercule Grimaldi, alors seigneur de Monaco, avec Marie Landi, sœur du prince de Val di Taro. De cette union naîtra Honoré II. Il prendra en 1612 le titre de prince de Monaco. C'est l'union de deux maisons souveraines, la famille Landi qui depuis 1551 est prince de Val di Taro et les Grimaldi qui sont reconnus comme souverains de Monaco depuis le début du XVIe siècle mais qui n'ont pas encore le titre de prince. Et on peut penser que finalement la proximité, le rapprochement de ces deux familles a donné l'idée aux Grimaldi d'adopter également le titre princier en 1612, c'est Honoré II, donc le fils de Marie et d'Hercule, qui devient le premier prince de Monaco. Bardi a donc été un berceau pour la principauté. Elle a vu naître le premier prince de Monaco. L'héritage de sa présence est d'ailleurs encore visible dans la salle Grimaldi du château de Bardi, où cette fresque a été mise au jour il y a quelques années. Elle représente les armoiries et les vues des différentes processions des Grimaldi et des Landi. Nous sommes venus accompagner la fanfare de Tarsono qui vient d'interpréter les hymnes monégasques et italiens pour accueillir le prince Albert II. Je suis très contente, c'est une personnalité très importante, cela fait plaisir de le voir ici. Cela valorise les liens entre nos deux pays et plus particulièrement Compiano, c'est très touchant pour nous. Le prince Albert II a poursuivi sa visite en Italie, toujours dans la province de Parme, à Compiano. Ce n'est pas la première fois que la commune connaît un tel événement. En 1997, le prince Régnier III avait honoré de sa présence lors d'une fête de l'amitié italo-monégasque. Il y a 15 ans, le prince Albert II, alors prince héréditaire, était venu accompagné de René Novella, ancien ambassadeur de Monaco en Italie. C'était lors de l'achèvement de la restauration du château de Compiano, une forteresse importante de cette principauté de Val di Taro qui abritait à l'époque l'atelier monétaire. Évidemment, c'est un signe de souveraineté de pouvoir battre monnaie, frapper monnaie. Et là encore, les Landi de Val di Taro ont été précurseurs pour les Grimaldi de Monaco, puisque c'est sous le règne d'Honoré II que les Grimaldi, pour la première fois, ont frappé monnaie à Monaco. Là encore, sans doute, inspiré par l'exemple des Landi de Val di Taro. L'héritage commun avec ces deux communes de la région d'Émilie-Romagne fait partie d'une longue liste des liens que la principauté entretient avec les territoires liés historiquement à la famille princière. Les sites historiques Grimaldi de Monaco seront d'ailleurs à l'honneur les 23 et 24 juin prochains sur le Rocher. Demain, nous reviendrons sur le deuxième volet de ce déplacement en Italie. Nous irons du côté de Naples. En attendant, on revient à Monaco pour suivre la météo de ces prochains jours. Demain, le temps sera ensoleillé sur la principauté, le vent sera faible, les températures 15 degrés le matin, 18 l'après-midi. Samedi, soleil radieux toute la journée avec des températures matinales 12-18 degrés, il fera 20 degrés l'après-midi. Dimanche, soleil le matin, éclairci l'après-midi, il fera 17 degrés au lever du jour et 24 degrés au meilleur moment de la journée. Lundi et mardi, nuages et éclaircies se partageront le ciel et les températures ne dépasseront pas les 23 degrés. Mercredi, ciel voilé le matin mais dégagé l'après-midi. Des averses ne sont pas à exclure en fin d'après-midi. Les températures 16 degrés le matin et 22 degrés l'après-midi.
Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. Et puis sachez que vous pourrez retrouver à tout moment l'actualité monégasque sur nos réseaux sociaux ou sur l'application Monaco Info sur votre smartphone. La suite de vos programmes, à très bientôt. Au revoir.